Si je les trouve. Allez, on rentre. Arrête le. Bienvenue. Merci. Hop, donc normalement, après ce petit détail, j'ai coupé les micros de tous les participants parce que sinon, ça allait être un peu compliqué. Bonjour Sarah, bonjour à tous et à toutes. J'attends, il est déjà 12h31, donc on va commencer directement. Sarah, est-ce que ça te va si tu continues à faire rentrer les gens le temps que je fasse l'introduction? Bien sûr. Alors, tu as des personnes qui ont levé la main là. Oui, je pense que pour l'instant, tu vas les baisser. Ou si juste pour les personnes qui lèvent la main, peut-être utiliser le chat pour si vous avez des choses à nous dire. D'ailleurs, il va nous servir pendant tout le temps de ce webinaire où on peut se parler par le chat et surtout si vous avez des questions pour Sarah, parce que c'est Sarah qui est là, le docteur Sarah Oumadi, voilà, docteur Sarah Oumadi qui est là avec moi, qui va mener beaucoup ce webinaire autour de l'animal vieillissant et de son alimentation. Donc moi, je vous engage dès que vous avez des questions, à les mettre dans le chat. On va voir comment on fait. Soit il y en a moi, je lirai le chat à côté, et soit il y a des questions où je te couperai, Sarah, potentiellement, parce que c'est important là maintenant. Et sinon, on les reprendra à la fin de ce webinaire. On est parti pour être 1 heure ensemble, plus ou moins, peut-être les questions qui nous feront peut-être déborder. Et puis, je vois que Sarah a beaucoup de choses à nous dire, donc ça va être super intéressant. Merci beaucoup, Sarah, d'être là. On va commencer directement. Alors, je vais t'en mettre 2 petites secondes, Marie, puisque du coup, je n'ai pas les accès pour pouvoir. Ah, d'accord, ok. Donc, à toi. D'accord, je vais continuer à accepter comme ça pour les Désolée. Et puis pour ceux qui ont l'habitude de venir, parce que je vois plein de noms que je connais bien, qui viennent au webinaire de Solam, on est sur une nouvelle plateforme, enfin on n'est pas sur une nouvelle plateforme, on est sur Google. J'essaye pour voir si je préfère que l'ancienne plateforme que j'utilisais. Donc peut-être que moi aussi j'ai un petit peu de réadaptation à faire et je suis désolée par avance si ça prend un peu de temps de ce point de vue-là. Et Sarah, tu peux passer la diapo suivante si tu veux, parce que c'est Sarah qui a la main sur la diapo. Donc moi, je vais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marie Cibaud, je suis vétérinaire de formation et aujourd'hui, depuis maintenant plus d'1 an et demi, je travaille au sein d'une entreprise que j'ai créée qui s'appelle Solam. Et cette entreprise, elle a un spectre d'activité qui reste très lié à la fin de vie, mais en fait qui reste quand même assez large parce que le but, c'est vraiment d'être à l'interface entre les animaux, les familles et les équipes vétérinaires en développant des services pour ces 3 entités, notamment des services à domicile où j'accompagne tout ce qui est soins de l'animal âgé, aide à la prise de décision quand on commence à avoir un peu les pieds et les mains liés pour accompagner nos animaux et qu'on commence à réfléchir aux options telles que l'euthanasie. Je pratique des euthanasies à domicile et je fais aussi de l'aide au deuil. Nous n'avons pas accès au chat. Ah, oh là là, ça fait être un problème. Ah oui, autorisé. Ça y est, je mets l'accès. Je ne sais pas comment la personne qui nous a dit a réussi à le faire d'ailleurs. C'est parfait. Donc, est-ce que vous pouvez mettre un petit mot dans le chat pour voir si ça fonctionne? Est-ce que les contributeurs, c'est vous en fait? Désolée. Cela indique de mon côté, le chat n'est pas disponible. Ok. Autoriser les contributeurs à envoyer des messages. Là, c'est bon. Toutes les questions, nous n'avons pas accès, tout est bon. Là, c'est bon pour toi, mais pour les autres, je ne pense pas. Ça va être un petit peu problématique, ça. Eh bien, écoutez, nouvelle question, bonjour. Tout le monde fait dans nouvelles questions. Des questions. Sauf que ça va peut-être être compliqué pour les gens d'accéder là. Moi, je ne sais même pas comment accéder là. Bon, écoutez, on va commencer comme ça. Gardez vos questions et pendant que Sarah parlera, je vais aller débloquer tout ça directement Marie, sur les réglages. C'est très simple. Tu vas dans outils de réunion et il y a marqué des questions et en fait, tu as accès à la liste des questions qui ont été posées tout à l'heure. D'accord. Et ça convient pour tout le monde, j'espère.
de réunion, c'est les 9 petits points là. Et après, vous faites des questions et vous pouvez poser vos questions ici. Visiblement, vous êtes d'une grande adaptabilité pour les premiers qui ont déjà commencé à utiliser ce mode-là. Et puis, si je trouve le chat, je rechangerai ça. Bon, allez, on continue. Et donc, je propose aussi, tu peux passer la slide suivante, Sarah, de la formation auprès et des équipes vétérinaires. C'est comme ça que j'ai commencé et que j'ai bien développé cette partie-là qui est pour moi extrêmement importante de nous former, nous, notre communauté de soignants, donc vétérinaires et assistantes vétérinaires, sur la question de l'accompagnement de la fin de vie. Et je développe aussi de la formation auprès des professionnels du monde animalier ou même plus largement parce que sur les premières promotions qui vont commencer tout bientôt, il y a des profils très différents jusqu'à des accompagnants au deuil en humaine, etc. Souhaitent se former plus pour les animaux et pour les gens qui sont propriétaires d'animaux. Donc, je vais vous mettre justement dans ce chat qui n'est pas vraiment un chat, quelques liens si ça vous intéresse ces formations. Et puis, écoute, Sarah, je te passe déjà la main. Donc, Sarah, elle va… Ah oui, encore, excusez-moi. C'est le webinaire en replay. Donc, il y a déjà une petite tripotée de webinaires avec Solam que j'ai réalisé depuis maintenant au moins un peu plus d'1 an, il me semble aussi. Donc, si vous voulez accéder à ces webinaires, le plus simple, c'est de s'inscrire à la newsletter ou directement aller sur la chaîne YouTube de Solam parce qu'ils sont remis dès cet après-midi ou plutôt dès la fin de journée pour aujourd'hui parce que je suis bien chargée aujourd'hui. Vous aurez accès facilement à ce webinaire et à ceux qui ont précédé. Donc, voilà, je vous mets tous les liens dans ce fameux chat. Et je te laisse la parole, Sarah, pour te présenter et puis après, on déroulera. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Je suis très heureuse de faire partie du coup de cette série de webinaires. Alors, je vais me présenter très rapidement. Alors, je suis vétérinaire. J'ai un parcours un petit peu particulier parce que je suis aussi diplômée en éthologie. Et puis, après mon parcours en éthologie, je me suis intéressée plus particulièrement au vieillissement chez le chien lors de ma thèse universitaire. J'ai eu un parcours aussi où, progressivement, quand on parle de vieillissement, on va le voir un petit peu tout à l'heure, il est difficile de ne pas parler de nutrition. Donc, en faisant ma thèse universitaire, j'ai mis le doigt dans la nutrition et puis j'ai eu l'occasion, au cours de mon parcours, d'être chargée d'enseignement en nutrition clinique à l'école vétérinaire d'Alfort. Aujourd'hui, je suis enseignante-chercheuse en éthologie et en nutrition des carnivores. J'insiste, ne me demandez pas grand-chose sur les vaches, c'est pas trop mon truc. Pareil pour les chevaux. Et j'allie justement le côté éthologie et nutrition, autant dans mes enseignements que dans mes thématiques de recherche. Puis je m'intéresse énormément au microbiote. Alors, c'est encore peu de choses chez l'animal. On a des publis, mais difficile encore aujourd'hui de donner des guidelines sur ce qu'on peut faire en pratico-pratique. Mais je suis allée me former un petit peu en médecine humaine pour ça. Et puis, il y a maintenant 2 ans, avec 2 collègues qui sont éthologues, nous avons créé l'AFSGASP, dont je vais vous parler un petit peu plus après. Et mes thématiques de recherche en tant qu'enseignant-chercheur, parce qu'on ne fait pas que de l'enseignement du coup, je m'intéresse à comment la nutrition est interconnectée au vieillissement, notamment cognitif, chez nos chiens, nos chats, mais aussi le cheval, qui est une question qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis, je m'intéresse aussi aux facteurs qui vont influencer certains comportements alimentaires, autant chez le chien, le chat, mais pas que, parce que là, on travaille sur un projet notamment sur des tigres, histoire de diversifier un petit peu aussi nos points de vue. Et puis, il y a peu de temps, on a publié un livre sur l'accompagnement de l'animal âgé avec la docteure Vinciane Roger, qui est en train de finir sa résidence en médecine de la réhabilitation et physiothérapie. Alors, je voulais vous parler un petit peu de l'AFGASP avant d'arriver à parler de la nutrition. Donc, on a créé avec donc, deux collègues éthologues l'Association française pour la gériatrie vétérinaire et les soins palliatifs, qui est un sujet qui pour nous est vraiment très important. Et notre objectif dans cette association, c'est vraiment de créer des supports informatifs, des outils qui vont permettre d'accompagner à la fin de vie des animaux de compagnie. Et puis aussi de mettre en place des projets de recherche qui vont permettre de mieux comprendre les besoins des propriétaires, mais aussi les besoins des équipes soignantes qui accompagnent les propriétaires et leurs animaux.
Donc, on a notre première plaquette qui est disponible gratuitement pour les équipes vétérinaires, mais aussi pour les propriétaires, qui est disponible sur notre site LAVGASP. Donc, n'hésitez pas à aller regarder si ça vous apporte des solutions et puis à suivre aussi nos actualités associatives sur ce point-là. On a travaillé sur le chien et le chat et les besoins des propriétaires, le retour des propriétaires sur justement l'accompagnement de fin de vie chez le chien et le chat. Et là, actuellement, on s'intéresse au cheval, où il y a aussi tout un énorme sujet. Alors, pourquoi vous parlez de bien-être pour commencer quelque chose qui parle de nutrition? Déjà, je voulais qu'on définisse ensemble cette notion de vieillissement en bonne santé. Et oui, on peut vieillir et il y a deux manières finalement. Enfin, il y a le côté cool du vieillissement, le vieillissement, on va dire le healthy aging, si vous regardez des publications en anglais. Et puis, il y a ce qu'on appelle le vieillissement pathologique, qui est un petit peu le côté obscur, celui qu'on aimerait éviter au maximum. Et puis, on avait des définitions qui existent depuis quelques années chez l'humain, et il a fallu le transposer progressivement à l'animal de compagnie. Alors là, je vous donne en avant-première quelque chose qu'on est en train de travailler avec des collègues, où on considère que le vieillissement en bonne santé chez le chien et le chat, c'est un vieillissement au cours duquel l'individu, et j'insiste, on met vraiment l'individu au centre de tout, va maintenir des capacités fonctionnelles et va développer une résilience suffisante pour pouvoir répondre à tous ses besoins physiques, comportementaux, sociaux et aussi émotionnels, et ce, à toutes les étapes de la vie adulte, jusqu'à du coup au dernier moment, mais tout en préservant le lien entre l'humain et l'animal. Ça veut dire qu'en fait, quand on parle de vieillissement chez un chien et chez un chat, eh bien, en fait, on va s'intéresser autant au physique qu'au comportemental, qu'aux sociaux, qu'à sa perception et donc du coup à ses émotions, et aussi à la relation qu'il va avoir avec le propriétaire. Parce que je pense que je ne vous apprends rien sur le fait que l'humain qui accompagne l'animal dans cette période gériatrique, mais pour lui aussi, ça va avoir un impact. Et on parle énormément de charge mentale des soignants chez l'humain. On peut parler aussi de charge mentale des soignants pour les propriétaires qui accompagnent leur animal. Et si on veut aller un petit peu plus loin, pourquoi je vous parle de bien-être? Parce que je suis sûre que vous connaissez tous les fameuses 5 libertés, etc. Mais il y a un autre modèle pour parler de cette notion de bien-être animal qui s'applique et qui permet assez vite de voir à quel point le vieillissement va pouvoir impacter le bien-être de l'individu. Alors, ces 5 domaines, il y a le comportement, la nutrition, l'environnement et la santé, et tout ça vont avoir des connexions sur le domaine mental, donc les émotions de l'individu. Et si maintenant je prends un chien, on va prendre un chien qui commence à développer de l'arthrose de manière non négligeable, évidemment, ce chien qui a de l'arthrose, il va ressentir de la douleur. Et s'il ressent de la douleur, ça va impacter sa capacité peut-être à pouvoir avoir accès à sa gamelle. On va parler d'un chat, par exemple, où sa gamelle, vous l'avez mise en hauteur. S'il est arthrosique, il aura un peu plus de mal à y avoir accès et on va se retrouver dans une situation peut-être de risque de malnutrition, puisqu'il aura du mal à y aller. L'environnement, si j'ai de l'arthrose, je vais être aussi un petit peu plus sensible à certaines températures, mais l'individu aura du mal à se déplacer et donc du coup, il aura un petit peu de mal à s'adapter facilement à son environnement. Et puis l'environnement dans lequel il va évoluer sera moins confortable. D'un point de vue comportemental aussi, quand un individu est arthrosique, il aura un peu plus de difficulté à explorer son environnement et à pouvoir faire les choix qu'il jugerait importants pour lui. Et donc, bien sûr, ça va aussi avoir un impact sur toutes les interactions qu'il peut avoir avec les congénères, mais aussi avec les humains. Et enfin, évidemment, quand on est arthrosique, ça, je ne vous le cache pas, on fait moins d'activité et donc du coup, on est plus à risque de surpoids, on est aussi plus à risque de se déplacer un petit peu moins et donc du coup, de moins solliciter sa masse musculaire et du coup, on va être à risque de ce qu'on appelle de la sarcopénie et dans certains cas aussi de la cachexie. Et tout ça, finalement, pour l'individu, au niveau émotionnel, ça peut conduire, par exemple, à des émotions négatives comme par exemple de la frustration et à impacter, bien sûr, l'état de bien-être de l'animal. Donc, en fait, quand on parle de vieillissement, et à chaque moment, on va envisager les différentes composantes, les différents domaines pour pouvoir vraiment adapter le mode de vie de l'animal. Et évidemment, un de ses piliers principaux, c'est la nutrition.
Je te laisse la main, Marie. Ah, tu es en mute, Marie. Tu es en mute. Allez, donc c'est pas simple, hein. On a décidé de construire cette suite de présentation après cette belle introduction, Sarah, autour de cas cliniques. Alors, c'est des cas cliniques, Sarah nous dira, hein, qui sont des cas cliniques fictifs. Et le but, c'est vraiment de vous envoyer vers des pistes de réflexion autour de ces cas. Et on finira avec, donc il y a 4 cas cliniques qu'on va aborder. On finira par une session de questions-réponses. Je le répète ici, les questions-réponses, comme c'est le chat, je ne trouve pas vraiment l'option à part, voilà, je cherche encore. Vous pouvez passer sur les 9 petits points qu'il y a à droite de votre écran pour passer dans toutes les questions, enfin, ou des questions plutôt. Et puis là, vous pouvez déjà poser les questions par ici. Eh ben, je te laisse passer et puis je vais vous décrire le premier cas clinique qui est le chat âgé et l'anorexie intermittente. En fait, là, moi, j'ai imaginé un chat de 13 ans pour Sarah qui a une insuffisance rénale débutante et qui mange un peu par phase quand même. Il est très attiré par les aliments humides, mais il se lasse hyper vite. Donc, les propriétaires sont déboussolés, ils se disent mais est-ce qu'il faut vraiment que je change tous les jours? Je vais devenir fou avec ça. Est-ce qu'il faut que j'accepte de lui faire envie de temps en temps pour le pousser à manger? Est-ce que je le laisse à volonté? Mais en même temps, l'insuffisance rénale, là, on m'a dit qu'il fallait faire attention à l'alimentation. Enfin, toutes ces questions-là qui perturbent vraiment les familles. Voilà. Je te laisse nous répondre là-dessus, Sarah. Eh bien, merci beaucoup. En fait, ce cas il est super intéressant. Et pour la suite des cas que l'on va aborder ensemble, alors je tiens à le préciser tout de suite, c'est des cas qui nécessiteraient que l'on les voit en tant que vétérinaire, pour vraiment les évaluer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des pistes de réflexion. Mais en aucun cas, je ne vais vous donner une guideline de ce qu'il faut faire absolument dans ce cas-là. Ça n'existe pas, en fait, et d'autant plus sur les cas d'animaux qui vieillissent, on fait vraiment du cas par cas. Mais là, mon objectif, c'est de vous donner, autant en tant que vétérinaire, en tant qu'ASV ou en tant que propriétaire, des pistes de ce qu'il est possible de faire. Mais je ne peux aussi derrière que vous conseiller d'évaluer, de faire évaluer votre animal et d'en discuter avec votre vétérinaire traitant. Alors, il y a quelques points déjà à discuter sur ce cas-là. Ce chat, il est extrêmement attiré par les aliments humides. Et une première question qui pourrait se poser, c'est mais en fait, pourquoi ce chat est attiré plutôt par l'aliment humide? Alors déjà, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants. Chez l'humain, on sait que l'olfaction, les capacités olfactives diminuent un petit peu avec l'âge. Chez le chien et le chat, on a très peu de données sur le sujet. Mais on a quelques données préliminaires qui semblent suggérer une perte de capacité olfactive du chat avec l'âge. Or, les aliments humides, en fait, ils sont beaucoup plus appétants et en plus, ils vont libérer un petit peu plus de ce qu'on appelle des composés organiques volatiles qui sont du coup un peu plus faciles pour le chat à être captés. De l'autre côté, l'aliment humide, si on regarde au niveau des préférences alimentaires chez le chat, les aliments humides ont tendance à être préférés. Ils sont beaucoup plus appétants. Quand je parle d'aliments humides, ça veut dire que j'ai une humidité qui est entre 70 à 85%. Et puis, il est possible, ce chat, il a 13 ans, que en fait, les aliments humides soient plus faciles aussi pour lui à manger. Donc, une des choses importantes à faire, ça serait d'investiguer la cavité buccale, de voir en fait, est-ce que les aliments sont plus appétants ou en fait, c'est parce qu'en fait, ces aliments-là sont ce qu'il peut manger sans avoir de douleur. Et puis enfin, il faudrait aussi regarder un peu plus précisément quels sont les aliments qui semblent être intéressants pour lui, puisque bien sûr, on sait qu'il y a certains taux et certaines compositions d'aliments qui peuvent être un peu plus appétantes, un peu plus attractives pour l'animal, notamment les aliments qui ont tendance à être plus riches en protéines. Et puis alors, les lipides, je dirais que le gras, c'est la vie, mais clairement, en tout cas, en ce qui concerne l'appétence pour certains animaux. Donc, en fait, quand on regarde les aliments humides, ils ont beaucoup d'éléments quand même pour être attractifs pour un chat dans cette situation. De l'autre côté, j'ai un chat qui est en insuffisance rénale débutante. Et on sait qu'un des éléments principaux qui est observé et qui est rapporté dans les publications par les propriétaires, c'est finalement la perte d'appétit ou du moins des chats qui sont un petit peu plus difficiles à contenter au niveau alimentaire. Et ça, il y a un élément qui va être vraiment très important, c'est que de surveiller cette perte de poids. C'est vraiment quelque chose que, en tant que propriétaire,
au jour le jour, on doit faire de toutes les façons pour quelle que soit la situation de son animal âgé. Notamment pour surveiller, on sait qu'un chat qui perd rapidement en masse musculaire, ça va impacter sa qualité de vie et aussi sa longévité. Et au-delà de juste le poids, parce que le poids ne fait pas tout, ce qui nous intéresse, et ce qui nous intéresse d'autant plus chez les individus âgés, et je ne dirais même pas que chez les chiens et les chats, chez les humains aussi, c'est d'évaluer l'état musculaire. Est-ce que la masse et la structure musculaire, elle est encore suffisante ou pas? Parce qu'en fait, le chat âgé perd assez rapidement en état musculaire et c'est assez difficile finalement de lui faire récupérer après. Donc en fait, il va falloir monitorer dans cette situation d'autant plus particulière, on va monitorer l'état corporel de l'animal et l'état musculaire. Et en tant que propriétaire, c'est vraiment important de pouvoir le faire. Et donc n'hésitez pas, alors je dirais les vétérinaires qui sont présents, à former les propriétaires à savoir le faire. Et puis les propriétaires, n'hésitez pas surtout aussi à demander à votre vétérinaire ou à son équipe de vous apprendre à le faire. Alors, si maintenant on regarde quelques pistes pour cette situation, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Déjà, le choix des aliments, puisqu'on va avoir une réelle variabilité de texture qui existe quand on parle de terrine, quand on parle d'aliments humides. Les pet fooders sur ce coup-là ont l'air d'avoir beaucoup planché sur la situation, que ce soit des espèces de mousse, du lait pâté, on a des textures qui sont dites un peu en morceaux avec un peu plus de sauce. Et en fait, chaque chat va plus ou moins avoir des préférences. Et donc, nous, en tant que vétérinaire, mais aussi en tant que propriétaire, ça nous donne aussi des possibilités pour faire varier. Donc, avoir à disposition à la maison des aliments de textures différentes, mais aussi avec des compositions qui sont différentes, j'insiste, adaptées à la condition physique du chat. Là, on a un chat qui a une insuffisance rénale qui est débutante. Donc, d'un point de vue nutrition, on va avoir des recommandations un petit peu particulières. De l'autre côté, c'est important vraiment de calculer la quantité d'aliments que le chat doit manger par jour. Parce que juste avoir l'impression que le chat ne mange pas beaucoup, en fait, on perd énormément d'informations. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir, d'orienter d'un point de vue par rapport à son besoin, de combien finalement il va manquer. Et moi, je vous conseille, après, c'est des petites astuces de chat que j'ai pu voir en consultation, de faire un roulement des terrines sur la semaine. Vous avez bien sûr des terrines qui sont adaptées à la situation, donc n'hésitez pas justement à en parler aux vétérinaires ou du moins à regarder ce qui est disponible aussi en clinique et de faire tourner ces aliments régulièrement. Et alors, il y a l'option de la ration ménagère qui peut être une option pour des chats qui vraiment ne veulent pas manger ou sont un petit peu compliqué. Ça peut être une option intéressante, mais ça reste, il faut être honnête, assez contraignant. Ce n'est pas forcément simple pour un propriétaire de préparer la ration le matin et le soir, ou juste le soir, ou de le faire tous les week-ends. On peut le faire pour certains propriétaires qui sentent que ça va être une possibilité pour eux, envisageable. Mais derrière, il faudra qu'elle soit impérativement calculée par un vétérinaire, parce que là, vous êtes sur un animal qui a une situation pathologique et sur lesquelles il y a des recommandations précises. De l'autre côté, la présentation des aliments, c'est extrêmement important, encore plus pour le chat que ça ne serait pour le chien. Alors, il y a une étude qui date il y a quelques années, 2-3 ans, où ils sont intéressés à la présentation de l'aliment. Ils ont présenté l'aliment, la terrine, à 3 températures différentes au chat. Il y avait du 6 degrés, du 20 degrés et du 37 degrés. Et ils ont regardé si finalement le chat avait plus d'intérêt. Alors, c'était des chats âgés, si les chats âgés avaient plus d'intérêt pour une température en particulier. Et en effet, la température la plus élevée semblait la plus attractive pour l'animal. Ce qui n'est en soi pas illogique, puisque quand on réchauffe un aliment, en fait, vous rehaussez la possibilité pour l'animal de sentir l'aliment. Petite astuce dans le sens inverse, si vous voulez qu'un animal a quelque chose qu'il a du mal à manger, mais qu'il va falloir manger et qui a une odeur, le mettre au frigo, en fait, ça va réduire un petit peu la possibilité pour l'animal de percevoir l'odeur. Alors, quand je dis réchauffer, vous ne me le mettez pas au micro-ondes pendant 2 heures. Le bain-marie est une bonne option, ou alors réchauffer légèrement au micro-ondes.
grande très rapidement. Et puis proposer surtout des petites quantités d'aliments régulièrement. On sait que l'animal va manger vraiment par petites périodes. Un chat, si on regarde les profils d'activité de comportement alimentaire d'un chat normal, il va faire entre 7 et 16 repas par jour, 7 à 16 petits repas, parce qu'ils n'ont pas un estomac qui est très, très grand. Alors pour la terrine, vous allez me dire que c'est un peu compliqué parce que généralement, on a tendance à mettre la terrine et puis à partir le matin. Le problème, c'est qu'elle va se dessécher, que ça va être du coup beaucoup moins attractif pour l'animal. Si vous êtes en été, aussi comme moi, vous habitez à côté d'un cours d'eau, vous avez toutes les mouches de la terre entière dessus, ce qui est absolument pas pratique. Aujourd'hui, on a des gamelles qui sont adaptées, des gamelles réfrigérées qui existent. Là, je vous en ai mis quelques modèles, mais en fait, vous cherchez sur Amazon, il y en a énormément. Et en plus, certains modèles ont même la possibilité de peser la quantité qui a été mangée par l'animal. Et en plus, vous pouvez suivre sur appli quand est-ce que le chat est venu manger. Donc ça nous donne des informations qui sont précieuses. Bon, vous aurez compris que finalement, nutrition et comportement, c'est quand même très fortement connecté tout ça. On évite bien sûr de laisser la terrine entière toute la journée, surtout s'il y a d'autres chats dans la maison. Et petit conseil aussi, il y a certains chats qui n'aiment pas du tout quand l'aliment est calé au mur et qui préfèrent pouvoir manger tout en regardant la pièce. Donc décalez légèrement les zones où vous mettez l'aliment pour que le chat puisse tourner autour et choisir la posture qui est la plus sécuritaire pour lui. Et puis, bien sûr, vous ne mettez pas l'aliment à côté de la litière aussi. Donc, pour certains chats, ça peut être particulièrement désagréable. Et enfin, on nettoie les gamelles, bien sûr, régulièrement, mais avec des produits qui ne sont pas agressifs d'un point de vue olfactif pour le chat. Alors, je voulais qu'on fasse un petit point, parce qu'on parle de terrine, ou du moins, je dirais, d'aliments humides. Faites attention à ce qu'on appelle les aliments complémentaires. Donc, regardez bien sur les aliments que vous choisissez pour vos chats, que ce soit en animalerie ou sur Internet. Alors, on en a très, très peu chez les vétérinaires, mais c'est majoritairement des aliments qui sont très appétants, qui, sur la composition, ont l'air d'être génialissimes. Et puis, vous regardez de plus près et vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a pas marqué aliment complet, mais il y a marqué aliment complémentaire. Et ça veut dire que l'aliment, en fait, il n'est pas formulé pour convenir aux besoins quotidiens du chat. Donc ça, c'est vraiment important d'éviter ces aliments-là. Alors, c'est possible de réussir à en mettre de temps en temps en friandise pour motiver l'animal. Mais dans le cas de notre chat là, qui est insuffisant rénal débutant, ça serait plutôt à déconseiller. Alors, pour mes chats dits capricieux, j'insiste, entre guillemets, déjà parce que j'en ai une à la maison et que je vois à peu près ce que ça peut dire. Déjà, évitez de mettre les médicaments directement dans l'aliment et d'éviter une association entre le goût pas forcément agréable de certains médicaments dans l'aliment que vous essayez de leur faire manger. Le chat a tendance à faire des aversions qui peuvent durer quand même plus d'un mois. Pensez aussi dans certains cas pour les chats qui vont avoir des douleurs arthrosiques, notamment au niveau du cou et de la colonne, que des fois une gamelle légèrement surélevée peut aider. Bien sûr, vous pouvez aussi stimuler l'alimentation du chat avec un peu de poulet frais et surtout, j'insiste, cuit, pas cru. Certains chats peuvent apprécier aussi l'huile de poisson, et dans le cas en plus d'une insuffisance rénale, l'huile de poisson est riche en EPA et en DHA, ce qui donc en oméga 3, qui vont être intéressants aussi pour sa situation médicale. Et puis, il y a certains chats qui sont extrêmement sensibles au fait que les moustaches touchent les bords de la gamelle. Donc, essayez de proposer des gamelles où le chat ne va pas avoir les moustaches qui vont toucher. Alors, généralement, une assiette grande, ça peut suffire. Certains propriétaires suggèrent, ont tenté de mettre de l'eau dans les croquettes du chat. Ça a peu de réussite chez des chats qui sont non habitués. Ça va faire une texture qui n'est pas forcément très appétante pour certains chats. Chez le chien, je n'aurais pas trop de problématiques, mais chez le chat, là, c'est un petit peu plus d'expérience. Chez certains chats, ça ne marche absolument pas. Enfin, un élément très important, ce chat, on sait qu'il est atteint d'un début d'insuffisance rénale, mais même s'il n'était pas un début d'insuffisance rénale, on aurait un gros focus sur l'hydratation. On va chercher à avoir de l'eau qui est fraîche, qui est claire, que l'on change régulièrement. Et oui, dans certains cas, vous pouvez aussi mélanger un peu d'eau avec les terrines pour stimuler le chat à boire en même temps.
Et puis, pensez à proposer plusieurs spots d'alimentation dans des endroits qui sont calmes. Quand je dis calme, ce n'est pas l'endroit de passage que vous avez ou l'endroit où le chien peut passer toutes les 30 secondes ou les enfants. Il faut que l'espace que vous disposez pour l'animal où il peut manger soit vraiment un espace sécuritaire. Ok, bah merci pour ce premier cas, Sarah. On va passer à un deuxième cas. Enfin, ceci dit, je peux aller regarder si on fera les questions à la fin. Qu'est-ce que tu préfères, Sarah? On fait les questions à la fin? Ouais, je pense, hein, parce que je pense aussi que c'est mieux. Je les prends en tout cas. Donc, le cas numéro 2, on va passer chez un chien maintenant qui a 17 ans, qui maigrit malgré un bon appétit. En fait, il se trouve qu'il a été diagnostiqué une tumeur hépatique il y a 2 mois chez ce chien. Les propriétaires donnent des trucs maison, du beurre, des pâtés de supermarché. Ils veulent remplumer cette chienne. J'ai imaginé que c'était une chienne, je pense, en fait. Mais cela ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu leur proposes? Comment on aborde ce cas-là? On sait qu'elle n'a pas. L'idée, c'est qu'on se dit que on a une tumeur hépatique. Alors, j'entends là qui probablement laisse supposer qu'elle va être en fin de vie dans pas trop longtemps, mais qu'on veut lui permettre une qualité de vie la meilleure possible, qu'on n'a pas envie qu'elle maigrisse trop vite, trop fort, et comment se placer, quoi. Et ben ça, c'est un cas assez typique aussi qu'on peut voir en consultation en nutri ou même en gériatrie. Alors, les premiers points qu'on va s'aborder, c'est essayer de comprendre déjà pourquoi ce chien maigrit. Alors, en plus, là, tu as mis une image d'un chien qui a probablement du labrador. Un labrador qui commence à maigrir. Alors, 17 ans pour un labrador, c'est pas mal, hein. C'est même plus que pas mal. Ça arrive. Ça arrive. J'ai eu un golden qui allait jusqu'à 18 ans dans une étude. Et sa problématique, c'était plus la mobilité que l'alimentation. Mais indirectement, c'était extrêmement compliqué finalement pour lui d'avoir accès à l'alimentation de lui-même. Donc, la première des choses, c'est qu'on va essayer de comprendre pourquoi ce chien maigrit. Alors, est-ce que c'est parce que finalement, il ne mange pas assez? Donc, la première des choses, ce serait de revoir le besoin. On va calculer le besoin en kilocalories de cet animal. En fait, on va vraiment lui faire un bilan de ce qu'il mange et d'un bilan de ce dont il a besoin. Donc, on va vraiment vérifier tous les apports nutritionnels. Et cette fois-ci, on va les calculer par rapport au poids optimal que devrait avoir ce chien, pas le poids qu'il a aujourd'hui. Donc, pour ça, moi, je vous conseillerais toujours de faire un suivi soit chez votre vétérinaire ou chez un vétérinaire nutritionniste si vous en avez un dans la clinique où vous êtes, puisqu'il y a quelques modifications en fait, métaboliques aussi qui peuvent entraîner cette malnutrition. L'autre question, c'est de savoir aussi, est-ce que ce chien, il mange bien la quantité adaptée? Est-ce qu'il ne mange pas juste, il ne picore pas de temps en temps? Et puis enfin, est-ce qu'il arrive à manger correctement son aliment? Parce que là, on est quand même sur un chien de 17 ans. Il est possible aussi que d'un point de vue buccal, ça ne soit pas très simple. Je me souviens en particulier d'un chien que j'ai suivi, un labrador, que j'avais en cohorte de chiens âgés. Les propriétaires m'ont appelé un matin en me disant on va peut-être l'euthanasier parce qu'elles ne veulent plus manger. C'était un labrador qui, quand même, la nourriture, c'était quand même son truc. Et finalement, je lui demande si on peut l'avoir un petit peu avant pour quand même réévaluer le chien, parce que ça m'interrogeait un peu d'un point de vue clinique. Et totalement par hasard, je propose une terrine au chien pour voir un petit peu, et elle se jette dessus. En fait, d'un point de vue santé buccale et niveau dentaire, c'était extrêmement difficile pour elle de croquer des aliments. Donc, en fait, elle avait une grande difficulté, finalement, à s'alimenter. Mais son problème, ce n'était pas du tout l'appétit. Il y a certains aliments aussi qui ne sont pas du tout appétants. Donc, un changement alimentaire pour vérifier que l'animal a quand même une motivation à manger, c'est extrêmement important. Et là, on est dans une situation d'un chien qui est ce qu'on a dans une situation de cachexie. Je suis désolée, la définition est un peu barbare, mais je vous la donne quand même. C'est un syndrome métabolique qui est extrêmement complexe. Ça existe aussi bien sûr chez l'humain, qui est associé à une maladie sous-jacente. Là, il y a un processus tumoral et qui est caractérisé par une perte de masse musculaire. Et ça, généralement, quand on a une perte de masse musculaire chez un animal ou un humain âgé, ça, c'est des éléments qui n'augmentent pas du tout le pronostic, bien au contraire. Et c'est avec ou sans
perte de masse grasse. Et ça, c'est important parce que des fois, on se retrouve avec des chats ou des chiens qui sont dans une situation de cachexie, mais il y a quand même encore une petite surface de masse graisseuse derrière, dessus, notamment quand on a eu des labradors très, très en surpoids. Et on ne le voit pas forcément tout de suite. Et en fait, cette caractéristique, finalement, c'est une perte de poids et qui est malheureusement associée à une mauvaise qualité de vie et un mauvais pronostic. Donc, en fait, on va essayer au maximum de travailler là-dessus. Et puis, sur les animaux âgés, on va essayer qu'elle arrive le plus tard possible. Et puis, il y a une autre chose à voir, c'est que les propriétaires achètent des choses en supermarché, ils essayent un petit peu tout. Et dans ces cas-là, il faut essayer de voir si l'aliment que l'on donne, ou en tout cas ce que l'on donne, est vraiment adapté à la situation clinique. On peut clairement revoir le besoin en kilocalories à la hausse si nécessaire. Et puis, il faut savoir aussi que on a un besoin qui peut augmenter chez ces animaux-là, puisque ça va dépendre bien sûr de l'individu, mais on peut avoir des modifications au niveau du métabolisme, au niveau de tout ce qui est inflammatoire, qui peuvent entraîner aussi une situation de malnutrition. Et puis aussi, on va se poser si l'animal mange correctement. Alors, il y a quelques pistes pour nous derrière tout ça. La première des choses dans le choix des aliments ou des aliments, la première des choses, c'est de trouver un aliment qui va être riche en ce qu'on appelle EPA et DHA, qui sont donc des oméga 3, majoritairement qu'on trouve dans les sources type poisson, algues, krill, etc. On va chercher aussi un aliment qui est relativement calorique parce qu'on a un chien qui perd en masse, qui perd en poids et très probablement en masse musculaire aussi. Et puis, on va augmenter l'apport protéique si possible, mais avec des protéines qui sont de bonne qualité. Ça, c'est vraiment important. La notion de restriction protéique que l'on entendait il y a peut-être 25 ans chez les animaux âgés, aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité, c'est même plutôt l'inverse. Et on va jouer plutôt sur la qualité, la digestibilité, la valeur biologique. En fait, on cherchait à avoir des protéines qui ont vraiment le bon apport en acides aminés, qui correspondent finalement aux besoins de l'animal. Et puis, bien sûr, derrière, il y a aussi, on pourrait faire toute une partie juste sur les besoins spécifiques d'un chien âgé au niveau phosphore, etc. On peut totalement faire dans cette situation une ration ménagère, d'autant que les propriétaires ont l'air d'être extrêmement motivés et qu'ils donnent déjà des aliments qui sont proches de leur alimentation. Dans ces cas-là, il faut se rapprocher d'un vétérinaire qui va calculer la ration et surtout, très important, qui va suivre régulièrement l'animal. Parce que la nutrition, finalement, c'est un processus itératif. C'est-à-dire qu'on va tester une première ration, on va voir si l'animal, cela lui convient, s'il prend du poids ou pas, si ça lui convient aussi d'un point de vue appétence. Et puis, on va progressivement l'adapter pour qu'elle convienne aussi. Et puis, en plus, il y a un dernier point. Je suis sûre que vous avez tous entendu parler du microbiote. C'est un sujet qui est extrêmement à la mode, autant pour l'animal que pour l'humain, au niveau de cette population microbienne que l'on a dans l'intestin, mais pas que, dans la peau, etc., au niveau des muqueuses. Mais au niveau, en tout cas, du tube digestif, on travaille beaucoup sur ce microbiote et on peut soutenir ce microbiote, puisqu'on sait qu'il y a des interactions entre, par exemple, santé et comportement et microbiote intestinal. On peut le soutenir avec des fibres, qu'elles soient solubles ou insolubles. Donc ça, pareil, ça va être rajouté dans la ration ménagère où on va choisir un aliment qui en a suffisamment. Donc finalement, l'aliment du supermarché dans cette situation-là, c'est peut-être pas la meilleure des options. Et derrière, la présentation, encore une fois, des aliments qui va être très important. On va faire plein de petits repas sur la journée pour essayer de motiver l'animal. On va pouvoir ajuster les textures à ce que ça va permettre de stimuler la santé mentale de l'animal, de pouvoir continuer à avoir une stimulation, à découvrir des choses nouvelles. On continue aussi à penser à chauffer l'aliment, comme finalement pour le chat. Et puis, n'oubliez pas, ce n'est pas parce que c'est un chien de 17 ans qu'on ne le stimule pas d'un point de vue cognitif. Bien au contraire, on peut continuer. C'est juste qu'on va chercher des activités qui sont adaptées à ce que peut faire cet animal qui a probablement du mal à se déplacer. C'est peut-être un peu difficile à 17 ans, quand on est profil labrador et probablement très arthrosique, de donner des coups de patte, de tenir en équilibre. Donc, on va chercher des jeux qui va pouvoir, ou du moins des puzzle figures. Il peut pousser avec le nez, par exemple. Et puis, oui, on peut bien sûr rajouter des à côté pour motiver le chien. L'objectif, là, clairement, c'est que cet animal mange et qu'on ne perde pas de poids trop rapidement. Et puis derrière aussi, ça va être d'accompagner le propriétaire qui, là, a une volonté d'accompagner son animal au mieux. Donc, l'objectif, c'est finalement de faire plaisir à l'animal,
mais tout en réussissant à avoir des éléments nutrition, d'un point de vue nutrition, qui sont adaptés à cette situation. Donc oui, si c'est totalement possible dans cette situation-là de faire des rations adaptées et qui sont appétantes et attractives. Alors, quelques petits tips. N'oubliez pas, ce chien, il a 17 ans. À mon avis, au niveau arthrose, il est possible que ça soit compliqué, pas que. Donc, n'oubliez pas la prise en charge de la douleur. Une des questions qu'on me pose aussi fréquemment, c'est est-ce que je prends un aliment sans céréales? Eh ben, je n'ai pas de publication qui mentionne un réel intérêt. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est adapté nutritionnellement parlant au niveau des profils des différents nutriments. Moi, j'insiste aussi, les courbes de poids, ce n'est pas que pour les chiots et les chatons, hein, c'est aussi pour les animaux âgés. Ça devrait être la base. Dès l'instant où on fait le premier contrôle, eh ben, on va suivre la courbe de poids de l'animal pour voir à quel moment en fait, on a un décrochage. Ça, c'est vraiment important. On continue à distribuer les repas dans un endroit calme et on fait attention à des aliments humides froids qui peuvent être aussi très peu attractifs pour l'animal. Et bien sûr, en tant que vétérinaire, il y a aussi des molécules qui vont pouvoir stimuler la prise alimentaire pour cet animal. Et enfin, vraiment pour ce type de situation, la ration, elle doit vraiment, vraiment être calculée par un vétérinaire. Et enfin, vous m'évitez bien sûr, dans toutes les situations cancéreuses, mais encore plus que dans les autres situations, les régimes à base de viande crue, puisqu'on est déjà sur des individus qui probablement, déjà par leur âge, ont ce qu'on appelle un processus d'immunosénescence, donc leurs capacités immunitaires sont déjà en train de tomber. Si en plus on est dans un process cancéreux, il est possible qu'il soit avec un processus immunitaire une capacité immunitaire assez basse. Or, vous le savez, les régimes à base de viande crue sont plus à risque de contamination de différentes bactéries et parasites. Merci Sarah. On va passer sur le cas 3. C'est super intéressant, hein. Donc là, on va repasser à nouveau chez le chat, mais avec des troubles cognitifs. Donc, c'est un chat de 15 ans qui est en bon état général sur le plan organique. C'est un chat qui est suivi chez le vétérinaire. Il a un bilan sanguin stable, pas de maladie chronique identifiée pour le moment. À 15 ans, tu vas me dire à nouveau, c'est un peu rare, mais bon, voilà. Les propriétaires rapportent un comportement alimentaire. Et on a dit qu'ils étaient fictifs, mes cas cliniques. Non, mais j'en ai eu un dans la cohorte qu'on suit. Les propriétaires rapportent un comportement alimentaire perturbé depuis plusieurs mois. Ils miaulent devant sa gamelle, mais ne mangent pas. Ils sont désorientés, ils tournent, ils changent de place plusieurs fois avant de manger, puis ils repartent sans toucher à sa ration. Ils mangent mieux visiblement la nuit ou s'il est relancé manuellement, quand on le pousse un petit peu. Donc, ces humains sont inquiets. Est-ce que c'est un caprice? Est-ce qu'ils se lassent de ces croquettes? Est-ce qu'il y a une souffrance? Comment l'aider? Là, tu touches à un cas qui nous intéresse bien, puisque justement, c'est là-dessus qu'on travaille d'un point de vue recherche. Donc, tu me fais plaisir sur ce cas-là. Alors, en fait, on va parler de ce qu'on appelle la dysfonction cognitive féline. Alors, je pourrais parler de dysfonction cognitive canine aussi au passage, hein, c'est qui est beaucoup plus détaillé d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la dysfonction cognitive féline? C'est une maladie qui est neurodégénérative et puis on va voir un certain nombre de modifications de structure au niveau du cortex, de l'hippocampe, etc. Ce qui n'est pas forcément simple pour le propriétaire ou pour le vétérinaire hein, d'ailleurs, c'est que c'est un déclin cognitif qui va être graduel. Alors oui, chez le chat et chez le chien, on sait que cette atteinte, elle ressemble, ce syndrome, hein, j'insiste, c'est vraiment un syndrome, pourrait présenter des similitudes avec Alzheimer. Attention, je ne dis pas que c'est exactement la même chose qu'Alzheimer du tout. Mais ce qui fait qu'il y a quelques années, on avait des données sur le chien parce qu'on s'est servi beaucoup du chien comme modèle d'étude pour l'humain. Et puis maintenant, en médecine vétérinaire, on est bien content de commencer à avoir ces données. Et puis, il y a peu de temps, on s'est rendu compte que le chat, finalement, pourrait être aussi possiblement un modèle très intéressant, en plus du fait qu'il vit dans le même environnement que nous. Donc, qu'est-ce qu'on voit, nous, en tant que propriétaire ou en tant que vétérinaire ou en tant qu'ASV des atteintes des capacités au niveau de la mémoire des individus. Alors, je me souviens d'un chien c'est un labrador encore, le propriétaire me mentionnait qu'il avait du mal à rappeler la position de la gamelle dans la maison. Bon, voilà, un labrador qui ne retrouve plus sa gamelle dans un appart, ça, c'est typiquement un signe d'un individu qui a un petit peu de mal à se retrouver. On a la gestion spatiale un peu compliquée ou des propriétaires qui vont nous rappeler des changements de personnalité. Chez le chat, on rapporte beaucoup des vocalisations,
intense, pas forcément à des moments de la journée auxquels le propriétaire était habitué avant. C'est pour ça ce qu'on appelle le syndrome Vichal, pour le V pour vocalisation. Et on sait aussi, hein, chez le chien, malheureusement pas encore chez le chat, qu'on peut avoir aussi une atteinte de la qualité du sommeil. Et on va avoir des profils d'individus qui vont se mettre à dormir à des moments où ils ne le faisaient pas forcément avant. On a beaucoup de données chez le chien. On en a encore très, très peu chez le chat. C'est encore assez récent, l'étude de la dysfonction cognitive féline. C'est typiquement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans mon équipe, où on met des petits colis d'accélérométrie aux chats pour essayer de comprendre un petit peu mieux le profil d'activité des chats âgés et essayer de comprendre s'il y a vraiment des changements au niveau de leur vie de tous les jours. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas simple de le diagnostiquer. Ce n'est pas juste je prends une prise de sang, même si on a quelques biomarqueurs chez le chien qui commencent à être intéressants, mais qui sont encore dans l'ordre de la découverte, hein, notamment les NFL par exemple. D'un point de vue pratico-pratique, on est obligé de faire ce qu'on appelle un diagnostic d'exclusion. Parce qu'en fait, finalement, des changements de personnalité, un chat qui devient un peu plus, qui a tendance à agresser un peu plus, en fait, ça peut être aussi un chat qui est en situation de douleur. Parce qu'il a, alors je vais reprendre l'arthrose parce que c'est facile, mais il a maintenant un peu plus d'arthrose, que c'est difficile pour lui d'accéder à des endroits où chaque fois que vous le caressez, vous lui faites mal. Ça peut être aussi, il y a des affections endocriniennes, hein, notamment l'hyperthyroïdie, qui peut être associée aussi à des changements de comportement et qu'on observe aussi chez des chats âgés. C'est assez difficile de distinguer les deux. Ça peut être aussi des déficits de perception parce que l'olfaction et en même temps la vue diminue, ou ça peut être quelque chose aussi de purement comportemental au niveau de l'environnement qui n'est pas en adéquation avec les besoins de l'animal. Donc en fait, avant de dire ce chat a une dysfonction cognitive féline, en fait, il va falloir évaluer l'individu dans sa totalité, et j'insiste, environnement compris, pour vraiment conclure, et ça, il faut faire un bilan chez le vétérinaire pour en être sûr. Et une fois qu'on s'est orienté finalement sur cette dysfonction cognitive, il y a quelques tips pour aider. La première chose, c'est respecter les routines. Vous êtes sur des individus qui ont du mal à se retrouver. Donc, en fait, si vous continuez à distribuer l'alimentation de manière purement aléatoire, en fait, ces chats-là, ça risque de les stresser plus qu'autre chose. Positionnez aussi l'aliment, les gamelles, l'eau dans des espaces qui sont facilement accessibles et on ne change pas régulièrement la gamelle de place. Ça fonctionnerait sur le chien aussi. Et on va favoriser des aliments qui ont une odeur facilement repérable. Là, on va être sur la notion terrine. Alors, le fait d'être stimulé aussi, ça permet aussi, donc, typiquement, ce chat-là mange un peu plus quand il est stimulé, c'est que le propriétaire lui met directement l'aliment devant lui et il n'y a pas besoin pour lui d'aller chercher sa gamelle, de se rappeler où elle est. Et enfin, disposer les aliments vraiment sur des surfaces qui sont faciles d'accès, comme des plateaux. Et encore une fois, le suivi du poids, de la masse musculaire est vraiment important, même s'il est probable que ce soit quelque chose qui soit purement comportemental. Parce que si le chat a du mal à retrouver où est sa gamelle ou à la rechercher, en fait, c'est un individu qui va se retrouver en état de malnutrition assez rapidement. Et oui, il n'y a pas de souci à l'encourager à manger à la main. Ce n'est pas un souci, notamment dans ces cas-là où, malheureusement, je suis désolée, il n'y a pas de traitement de dysfonction cognitive à l'heure actuelle. Alors, je sais qu'il y a une pléthore de compléments alimentaires que l'on trouve sur le terrain aujourd'hui, mais malheureusement, j'ai très peu de preuves là-dessus. Il y a des publications qui mentionnent chez le chien un intérêt des antioxydants associés avec de la stimulation cognitive. Alors, j'ai déjà peu de données chez le chien, mais alors chez le chat, il y a très peu d'équipes de recherche qui s'intéressent au chat et à sa dysfonction cognitive, voire même au vieillissement du chat dans sa totalité. Chez l'humain, on a commencé à travailler beaucoup sur cette dimension entre microbiote et des Alzheimer ou démence en général, parce qu'il y a plusieurs types de démence chez l'humain. Et aussi, il est possible qu'il y ait plusieurs types de démence chez le chat et le chien. Et il y a des pistes qui suggèrent un lien entre microbiote et ces démences. Alors, évidemment, ça a conduit à se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des probiotiques qui pourraient être intéressants pour ça? Alors, je vous arrête tout de suite chez le chien. J'ai une étude qui a regardé les capacités cognitives des chiens âgés et regardé s'il y avait des populations de bactéries et qui regarde un peu le microbiote. Elle est très limitée. Il n'y en a qu'une seule. Chez le chat, on est en train de le faire. Pour l'instant, je n'ai pas de piste à vous dire un probiotique serait nécessaire.
On est encore au tout début de ces données-là. Alors, il y a aussi d'autres molécules très à la mode. Je suis sûre que vous avez tous entendu parler du CBD ou il y a ce qu'on appelle aussi le PEA. Si je ne me trompe pas, le palmitoéthylanolamide, qui joue aussi les deux jouent sur le système dit endocannabinoïde. Si chez l'humain, il y a eu un intérêt aujourd'hui, que ce soit chez l'humain ou chez l'animal, je n'ai pas de données probantes comme quoi ça améliore vraiment la qualité de vie de l'animal. Je dirais qu'à minima, la première des choses, ça serait de donner un aliment équilibré pour un chat âgé et surtout de donner un aliment qui est riche en toujours EPA et DHA. Et déjà, ça coûtera moins cher et déjà, ça vérifiera, ça va pouvoir aussi impacter de garder la masse musculaire de ce chat, puisqu'en fait, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Faire en sorte que les individus ne perdent pas en masse musculaire, ou du moins perdent en masse musculaire le plus tard possible. Alors, le dernier cas, merci pour toutes les... Il y a plein de questions qui arrivent, hein, Sarah, donc j'espère que tu es prête. Le dernier cas, ça va être le chien en surpoids, donc je t'ai ressorti le labrador. C'est pas grave. Depuis plusieurs années pour arthrose. Donc, boiterie chronique des postérieurs, gérée avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens ponctuels et des compléments articulaires. Je ne t'ai pas donné la liste, mais on peut imaginer des compléments dont tu nous parlais tout à l'heure. Sous croquette spéciale Labrador depuis 8 ans. Et le chien, en fait, en 2 ans, là, déjà qu'il était probablement pas complètement très, très fin, il a pris 5 kilos. Donc, il est actuellement à 40 kilos à 13 ans avec de l'arthrose. Les propriétaires sont très attentifs à son bien-être, mais se sentent coupables s'il réduit sa nourriture vu son âge, parce qu'en fait, il est quand même glouton, il a faim, et qu'ils se disent, il a déjà 13 ans, si c'est pour le contraindre extrêmement, là, sur ses dernières années de vie, voilà. Mais en même temps, il prend du poids, il a de plus en plus de mal à se lever, il sort de moins en moins, c'est le cercle vicieux, mais il mange toujours avec appétit. Ah, les labradors âgés et en surpoids, un grand classique. Alors déjà, la première des choses qui est importante pour ce chien-là, c'est la douleur, la gestion de la douleur. On mentionne justement qu'il est arthrosique, qu'il a du mal à se déplacer. Son activité, elle est probablement limitée par une sensation de douleur et elle va impacter la qualité de vie de cet animal qui finalement peut probablement pas, alors je ne le vois pas, je ne l'ai pas vu en consultation, mais il est possible que pour lui, il est difficile de s'engager dans des interactions sociales, voire même dans des interactions qui vont stimuler cognitivement cet animal. Et en plus, il est en surpoids, donc du coup, il y a plus de poids sur les articulations, donc ça va empirer cette sensation de douleur. Donc la première des étapes, c'est la gestion de la douleur correcte de manière adaptée. Et puis la deuxième option, ça va être un suivi d'activité. Et oui, on peut progressivement motiver le chien à marcher un peu plus. On va regarder l'état musculaire de ce chien. Est-ce que, OK, il est en surpoids, il a probablement de la masse, un petit peu trop de gras, mais quid de la masse musculaire en dessous. Et puis, on va adapter l'environnement pour lui permettre de continuer à avoir accès facilement à des espaces intéressants. Alors, si maintenant on regarde un peu plus la situation clinique, les propriétaires mentionnent une notion de spécial labrador. Mais le problème, en fait, c'est que spécial labrador, ça n'a pas forcément une grande signification pour nous nutritionnistes. Ce qui est important, c'est d'aller regarder la composition. Et on sait que les labradors, leur truc, c'est le volume. Alors, attention, je n'ai rien contre les labradors. J'ai passé une bonne partie de ma vie avec des labradors et je les adore, mais le volume, pour eux, c'est super important. Et pour le propriétaire, c'est extrêmement stressant de se dire je veux le faire maigrir. Et dans l'esprit, on a souvent l'impression d'avoir cette interaction entre je vais le faire maigrir, donc je vais diminuer le volume ou la quantité. Et bien, pas du tout. Parce qu'en fait, la première des choses que l'on va faire, c'est d'aller trouver une ration qui va permettre d'avoir un volume suffisant pour l'animal. Alors, ça peut être de la ration ménagère, mais on peut totalement faire un mix entre des terrines et des croquettes et on va changer l'aliment pour un aliment qui va avoir une densité énergétique qui est plus faible. C'est-à-dire que je vais pouvoir donner plus de croquettes, mais apporter finalement moins de calories. Mais dans ces cas-là, on va aussi chercher des croquettes avec un apport protéique qui va être un peu plus élevé parce qu'il est possible que ce chien il soit avec un début de sarcopénie, c'est-à-dire une perte de masse musculaire qui est associée à l'âge. Un peu différent de la cachexie où quand il y a la cachexie, c'est une perte de masse musculaire associée à une maladie. Ce chien, il est arthrosique. Donc, la première des choses aussi qui va être très, très important, c'est on va chercher un taux élevé en EPA et DHA, donc mes oméga 3. Et puis, on va chercher un taux de phosphore qui va être adapté à un chien de type super senior, c'est-à-dire que
on va essayer d'avoir un taux de phosphore qui n'est pas trop élevé, sans pour autant faire une restriction très forte. Et attention, la perte de poids chez les seniors, ce n'est pas si simple. Là, on a un chien pour qui la qualité de vie est impactée. Donc, on va essayer quand même progressivement de le faire perdre du poids. Mais l'objectif, ça ne va pas forcément être, ça dépend bien sûr de la situation et ça s'évalue en clinique, ça ne va pas forcément être de le ramener à sa note d'état corporel parfaite. Parce qu'on risque derrière de lui faire perdre de la masse musculaire. On va faire des pertes de poids qui sont très lentes et suivies par les propriétaires. Et vraiment, ce qui est important, c'est que dans certains cas, on va s'arrêter, pour peu que ce soit un chien qui soit avec une note d'état corporel qui était de 8 sur 9, donc en obésité, on va essayer de le ramener à une note d'état corporel un peu plus basse, mais on ne sera peut-être pas forcément à sa note d'état corporel idéale, parce que l'objectif, c'est d'éviter vraiment cette perte de masse musculaire. Et ce qui est important, c'est vraiment de rassurer les propriétaires. Une perte de poids, ça peut se faire avec plus de volume qu'avant. Donc, au contraire, d'avoir même probablement, c'est l'objectif principal quand on fait un programme comme ça de perte de poids, c'est déjà que l'animal soit rassasié. Bon, c'est un labrador, ça sera toujours un challenge. Alors, pour finir, ce qui est important pour tout, c'est la qualité de vie, c'est vraiment le guide pour ces animaux-là. On sait par exemple une étude assez récente qui est sortie l'année dernière qui a regardé finalement est-ce que la qualité de vie de l'animal, on a des questionnaires, notamment comme le CORC, qui permettent d'évaluer la qualité de vie de manière un peu plus standardisée de l'animal. Et on s'est rendu compte que les individus qui avaient un score de qualité de vie inférieur à 5,35 avec le CORC, en fait, ils avaient un risque de mortalité plus élevé. Donc en fait, la qualité de vie, évaluer la qualité de vie régulièrement de l'animal, et ça peut se faire par le propriétaire, ça peut se faire par un ASV ou une ASV, ça va permettre vraiment de pouvoir voir où est-ce qu'on en est et ce qu'on peut mettre en place. Et puis, ce qui est aussi très important, c'est d'évaluer la qualité de vie de la famille humaine qui vit avec cet animal et la charge émotionnelle que ça peut être aussi pour eux. Et d'avoir le temps de discuter vraiment avec le propriétaire sur ce qui est possible. Qu'est-ce qu'il attend pour son animal? Parce qu'on a tous des attentes très, très différentes d'imaginer, voilà, le troisième âge parfait de mon chat, ce serait. Attention, je me sens concernée, la mienne n'est pas très, très loin d'entrer dans le troisième âge aussi. Et je pense que mes attentes sont aussi très, très différentes, par exemple, de mon mari, puisqu'on a des visions très différentes de ce que devrait être le troisième âge parfait pour elle. Et la nutrition, finalement, c'est vraiment la pierre essentielle pour cet accompagnement gériatrique. On doit faire plaisir aussi au propriétaire qui veut vraiment travailler sur sa qualité de relation avec son animal et à l'animal aussi. Donc, notre job, ça va être en tant que nutritionniste, vraiment d'accompagner avec le côté nutrition sans stresser, bien au contraire. Et en fait, on sait que la nutrition, dans certaines maladies, elle va vraiment avoir un aspect bénéfique. Donc, pourquoi s'en priver? D'autant plus si on peut faire quelque chose qui fait plaisir à l'animal. On veut vraiment éviter la perte de poids non intentionnelle. Donc, quand je dis non intentionnelle, c'est de régime. Et on veut vraiment focaliser sur le suivi pour éviter ou du moins ralentir le plus possible la perte de masse musculaire. Le suivi, dans ces cas-là, il est essentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas j'ai donné une ration et basta, ça ne me concerne plus. Non, en tant que vétérinaire, en tant qu'équipe soignante en général, en incluant les ASV, EPI, comportementalistes, etc., personnes qui sont tout autour de l'animal, le suivi, il est essentiel. Parce que la ration va la rééquilibrer, la réajuster de manière à adapter à l'évolution de l'animal. Parce qu'en fait, nous, on a des formules, mais l'animal qui est face à nous, il n'est pas forcément toujours exactement répondant aux bonnes formules. Donc, formez les propriétaires, ou vous, en tant que propriétaire, formez-vous à l'évaluation de la note d'état musculaire et corporel. Et voilà. Eh ben, merci 1000 fois, Sarah. Et tu verras que la première question est juste la continuité de ta conclusion. Mais d'abord, vraiment un grand merci. Moi-même, qui connais pas mal de choses quand même, tu m'as encore appris des choses et c'était très agréable de voir ton point de vue et comment tu as mené ces cas cliniques qui partaient de 3 fois rien. Donc, ça montre ton intelligence d'aller chercher les détails dans ces cas cliniques. Donc, vraiment, bravo à toi et j'espère que ça vous a plu aussi dans le public. On va se donner quelques minutes pour répondre aux questions. Si tu as le temps, Sarah, je vais
les ressortir et puis continuer à en mettre, mais je vais dérouler un peu dans l'ordre. Et je vais, enfin, plus ou moins dans l'ordre. Je vais d'abord aller prendre la question d'Amandine qui va vraiment dans la continuité de ce que tu racontais. En fait, c'est vraiment, même en tant que propriétaire, comment on peut réussir facilement à évaluer l'état musculaire de notre animal et au contraire, cette fonte musculaire. Où est-ce que tu vas l'avoir la plus… J'adapte un peu la question. Où est-ce que tu vas avoir cette fonte musculaire le plus facilement pour un propriétaire, par exemple? Alors, c'est difficile de te répondre en disant il faut palper à cet endroit-là. On a des grilles en fait qui nous permettent en tout cas de guider notre manière de palper l'animal. Alors il y en a une qui s'appelle la grille de la WSAVA qui est traduite en français d'ailleurs avec des schémas qui sont très simples, hein, qui sont accessibles. Alors je me suis amusée, j'ai demandé à mon mari qui n'est pas du tout veto pour voir s'il arrivait à la comprendre. Vous pouvez aller sur le site de la WSAVA et demander et télécharger les grilles d'évaluation de l'état musculaire des chiens. Généralement, c'est facile à voir quand l'animal a vraiment une énorme perte de masse musculaire. On va le regarder, on va le voir au niveau de la tête, au niveau du crâne. Mais le mieux, c'est vraiment de regarder les différents points. Puisque la sarcopénie, la perte de masse musculaire liée à l'âge, elle est diffuse, elle ne se fait pas juste qu'à un seul endroit. Ok, merci Sarah. L'autre question, c'est si je nourris mon chien avec une ration ménagère, alors là, elle est un petit peu à côté, ou en tout cas, mais c'est très intéressant aussi. Est-ce qu'il y a des contrôles, notamment des bilans sanguins à faire régulièrement? Alors, en lien avec la ration ménagère, ouais. Pas forcément, parce qu'en fait, faire une prise de sang, on ne va pas me dire si ma ration est équilibrée. Le seul moyen de le faire, c'est d'évaluer la ration. Parce que, par exemple, si vous regardez le calcium, vous en aurez une quantité raisonnable dans le sang, mais ça ne vous dira pas si l'animal il est allé chercher dans sa réserve principale, qui est les os. Le mieux, c'est d'évaluer l'individu et puis d'évaluer la ration, vraiment, et de regarder comment l'animal y réagit. Merci. Ensuite, bon, ça, je pense que tu peux répondre très, très vite. On te demande si tu as des marques de croquettes que tu recommanderais pour les chats âgés. En fait, tu donnes déjà un peu la réponse là en disant que c'est tout. Cas par cas. Je n'ai pas de marque qui soit parfaite. Il n'y a pas de marque qui… En fait, ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'adapter la reco à l'animal qui est face à moi. Et on a des situations qui sont tellement différentes. Par contre, j'ai tendance à préférer des marques où j'ai, par exemple, les compositions en acides aminés, où j'ai la digestibilité qui est disponible comme information, parce que moi, j'engage ma responsabilité de vétérinaire nutritionniste quand je prescris quelque chose. Donc, j'ai besoin d'être sûr que l'aliment est suffisamment adapté à l'animal que je veux. Mais voilà, après, sinon, je n'ai pas de marque en particulier. Je fais autant de la ration ménagère que de la biménagère, entre un peu de croquettes, un peu de ration ménagère, où j'ai fait un peu de terrine. Enfin, c'est vraiment on s'adapte au cas par cas. Ouais. Ensuite, mon chien âgé, donc là c'était Morgane qui nous disait quel taux de fibres conseillé. Et tu vas voir, écoute bien tout, parce que c'est intéressant. Ma chienne a 10 ans et je remarque qu'elle a souvent besoin de manger de l'herbe. Je me dis peut-être que le taux de fibre de ces croquettes n'est pas suffisant. Et Morgane donne entre parenthèses son taux de cellulose brute qui est de 2,5% et qui est donc un pourcentage. Donc je te laisse répondre à cette question, Sarah. Et c'est marrant parce que je donnais le cours hier aux étudiants vétérinaires et je leur demandais est-ce que vous savez pourquoi les chats mangent de l'herbe? On a commencé le cours comme ça, mais j'aurais pu faire la même chose en pourquoi les chiens mangent de l'herbe. On a des pistes pour le justifier, pour le comprendre, mais il y a plus de 132 espèces de carnivores qui sont mentionnées comme mangeant de l'herbe ou des plantes ou certaines espèces de zoos qui ont l'air d'avoir un truc avec le bambou, on n'a toujours pas compris. Donc, le fait de manger de l'herbe, ça fait partie du comportement normal, du répertoire comportemental de l'animal, enfin d'un chien et d'un chat. Maintenant, la question, c'est plutôt une histoire de quantité. Alors, oui, on peut tester en regardant, en rajoutant un peu de haricots, voir si ça suffit, est-ce que ça va changer. Est-ce que c'est parce qu'il aime l'herbe, ce qui peut aussi être un cas. Hein. On a encore
peu d'implications, on n'a pas encore toutes les justifications pour essayer de comprendre pourquoi les chiens ou les chats ou certaines espèces mangent de l'herbe. Mais ce n'est pas qu'une histoire de chien et ça fait partie du répertoire comportemental. Ouais. Et pour le taux de cellulose brute, difficile d'interpréter un taux seul. Oui. Donc, à nouveau, c'est pas une réponse complète, mais il faut voir tout l'aliment pour l'adapter. Tout l'aliment et toute la séquence comportementale de l'animal qui cherche. En fait, j'aime bien demander aux propriétaires qui ont des comportements comme ça de me les filmer. Parce que ça permet de comprendre et puis de savoir à quel moment de la journée ça se produit. Est-ce que c'est juste parce que la quantité de croquettes n'est pas suffisante? Est-ce que le volume n'est pas suffisant tout court? Ou il y a plein d'explications. Eliane, elle nous demande si on reprend le cas du chien avec sa tumeur hépatique, est-ce qu'il y a des aliments à éviter par rapport au foie et à l'état de santé du foie? Oui, il y a plein d'éléments. Alors là, je suis désolée, ça serait une consulte à part entière pour pouvoir regarder vraiment les aliments et la composition de l'aliment par rapport à… J'ai un peu esquivé le côté très chiffres et quantité les recommandations en protéines, en lipides, etc. pour éviter de faire quelque chose de trop lourd. Mais je peux totalement vous envoyer de la biblio là-dessus sans problème. Il suffit, Marie, tu peux donner mon adresse mail à ceux qui veulent de la biblio, je leur donne sans problème. D'accord. Oui, ou on le fera sur la newsletter si vous êtes inscrit à la newsletter qui va rappeler le replay. On peut s'occuper comme ça, je me le note. Tu vas voir, il y en a d'autres qui sont assez intéressantes. En 2 mots, est-ce que tu peux nous parler de l'impact des croquettes sans céréales sur la fonction cardiaque et des études qui… C'est un peu long, c'est pas complètement dans notre sujet. C'est un autre sujet, mais très brièvement, oui, on a des pistes qui semblent montrer que certaines sources, en fait, dans les croquettes sans céréales, on a remplacé, par exemple, le blé par d'autres sources type légumineuses, et notamment plus précisément le pois. Il y a eu plusieurs études qui sont intéressées à essayer de comprendre, on ne connaît pas encore tout le mécanisme, mais on semble avoir une relation entre certaines sources d'amidon certaines sources qui peuvent apporter de l'amidon et l'augmentation, par exemple, de marqueurs cardiaques comme le NT-proBNP. Maintenant, le mécanisme dans sa totalité n'est pas encore totalement connu, puisque ça a vraiment commencé, les études sur ce sujet, à partir vraiment de 2019. Donc, on manque encore de données là-dessus. Moi, j'ai tendance à vraiment pas être une grande fan des aliments sans céréales tant que je n'ai pas un mécanisme et qu'il y a toujours ces questions, notamment quand j'ai des races qui sont déjà prédisposées à des problèmes cardiaques. Ok. Autre question que je trouve très intéressante, moi, comment habituer un chat, c'est Elisabeth, merci, à un aliment humide lorsqu'il a toujours mangé des croquettes et qu'il se contente de lécher l'aliment humide proposé? La première des choses, ça serait peut-être de le mélanger avec les croquettes. Et puis, de toute façon, toujours avoir quelques croquettes à côté. Le but, c'est pas non plus de frustrer le chat et de changer ses habitudes alimentaires d'un seul coup. Le chat, ça met du temps d'avoir réellement un changement au niveau des habitudes. Il va falloir aussi essayer de comprendre chez ce chat-là s'il y a des textures qui sont plus intéressantes. Et sur ce coup-là, les pet fooders se sont un petit peu amusés vraiment on proposait plusieurs textures. Donc, il y a des chats, il y a des terrines qu'on peut mélanger avec un peu d'eau. Et donc, du coup, ça va faire une texture qui est un petit peu plus attrayante pour l'animal. Il y a aussi ceux qui sont avec que de la gelée. Donc, moi, je testerai vraiment différentes textures déjà dans un premier temps et puis progressivement surtout. On laisse les croquettes à côté et puis on essaye de voir s'il y a des textures qui sont intéressantes et on les laisse, alors pas la terrine toute la journée, mais on prend des petites quantités et puis on lui propose régulièrement pour lui permettre d'aller tester. Ça marche. Sans le forcer, on ne force pas les chats. Qu'est-ce que tu penses chez les chiens arthrosiques de séances d'ostéopathie, bien sûr, avec consultation de veto plus classique par ailleurs, voilà. Mais de rajouter des séances d'ostéopathie sur le chien arthrosique? J'ai rien contre. Après, je ne suis pas ostéopathe, alors sur ce coup-là, j'aurais un petit peu de mal à répondre dans l'absolu.
J'ai vu des chiens à qui ça ait pu aider, mais voilà, je ne suis pas ostéopathe, donc sur ce coup-là, Ouais, c'est gentil. Moi, je peux faire un retour là-dessus. C'est vrai que l'ostéopathie fait vraiment beaucoup de bien à certains chiens. Après, il faut tester aussi parce qu'il y a des chiens qui sont enfin voilà, il y a des chiens qui sont très mal à l'aise aussi, ou en tout cas, comme ce que tu as rappelé à chaque fois de gérer la douleur. Je pense qu'une bonne séance d'ostéopathie fonctionne aussi quand la douleur est bien gérée parce qu'elle est amener un chien au bout du bout sur la douleur qui est tendue de partout, etc. Ça peut même être compliqué pour l'ostéopathe de travailler. Donc, c'est vraiment quand cette personne me disait, hein, Christine, en ayant consulté un véto en amont aussi, je pense que vraiment, s'il peut y avoir un travail main dans la main entre les vétérinaires et l'ostéopathe, vétérinaire ou pas ostéopathe d'ailleurs, c'est la meilleure des choses pour un suivi vraiment global parce qu'en fait, vous avez vu tout ce que raconte Sarah depuis le début, c'est qu'en fait, tout s'imbrique entre le comportement, l'alimentation, la santé en général. Donc, vraiment, si les professionnels qui entourent cette famille et ce chien peuvent travailler main dans la main, c'est là où c'est encore plus gagnant, selon moi, quoi. Alors, après, j'ai ma minette de 18 ans doit se faire enlever les dents d'ici une semaine. Cela change-t-il son appétence? À quoi faut-il faire attention à la suite de l'opération? Alors, un chat qui n'a plus de dents peut continuer sans problème à manger, hein. Je vous rassure, il vaut mieux ne pas avoir mal aux dents et pouvoir manger tranquillement que garder ses dents et ne pas pouvoir manger. Déjà, la première des choses. On va travailler sur des aliments qui sont humides, qui vont être. Alors, j'aime bien les aliments, alors ça c'est personnel, hein, j'aime bien ces chats-là, mélanger l'eau vraiment aux terrines un petit peu mousse. Comme ça, l'animal peut laper dans un premier temps l'aliment, ce qui est quand même plus pratique pour lui. Et à quoi faire attention suite à l'opération? Ça dépend aussi, déjà la gestion de la douleur aussi. Si au début c'est encore douloureux, il est possible que pour le chat, ça soit un petit peu difficile. Donc si vous voyez qu'elle a du mal à manger, ou qu'elle ne prend pas la quantité qu'elle devrait manger, il faut en parler à son vétérinaire assez rapidement. En fait, un chat âgé qui ne mange pas, ça devient un motif de consultation assez rapide. Là, Ou un chien âgé, hein, c'est pareil. Ouais. Là, c'est une question plus veto, probablement, une veto qui établit des rations ménagères de temps en temps, Marie, mais elle dit comment inciter les propriétaires à effectuer le suivi dont tu disais l'importance, notamment sur l'établissement d'une ration ménagère. J'ai beau insister, je n'ai que trop rarement des nouvelles. Moi, c'est un deal. Je dis aux propriétaires que j'accepte de faire une ration ménagère, mais je leur demande au début, c'est un pacte entre les propriétaires et moi. J'accepte de le faire. Je ferai peut-être une partie du suivi par ma vidéo si jamais l'animal a du mal à se déplacer, parce que ça peut arriver quand l'animal devient âgé. Mais par contre, c'est un deal. J'attends d'eux qui reviennent régulièrement et je leur fais un planning. Donc en fait, c'est vraiment du donnant-donnant. Après, je ne peux pas courir après les gens. Et il y a des rations où je sais que, il y a des situations où on sait que les propriétaires ne reviendront pas. Et dans ces cas-là, je leur déconseille assez rapidement de faire une ration ménagère parce que je ne peux pas. Derrière, j'engage encore une fois ma responsabilité de vétérinaire derrière. Ok. Oui, et puis justement, profitons de ce webinaire pour passer les bonnes paroles aussi et sur le fait que le suivi est très important et qu'une ration ménagère non suivie est plus délétère que des croquettes très bien formulées et adaptées pour les animaux. Donc, chez les rations ménagères, il y a celle que tu as prescrite et puis celle que tu vois ce qu'elle est devenue au bout de 6 mois. Là-dessus qui sont vraiment hyper intéressantes sur le suivi de rations ménagères où il y a pratiquement, enfin, je ne me souviens plus des chiffres, mais c'est incroyable comme pratiquement plus de 70% des rations ménagères qui ont été un peu adaptées, fignolées par les familles en fonction de ce que l'animal mangeait vraiment ou pas. Et du coup, ça entraîne des déséquilibres qui peuvent être embêtants sur le long terme. Mais j'ai un cas comme ça. J'avais une dame, je lui ai fait pour son chien, non, son chat, j'avais fait une ration. C'était pour une histoire une entéropathie chronique. Et la dame revient 6 mois après. Elle m'a dit, mais j'ai totalement parfaitement respecté. Et en fait, l'huile de colza était devenue de l'huile de tournesol. La viande, c'était plus du cabillaud, c'était du saumon.
Enfin, Ouais, rien à voir. Ouais, ouais. c'était plus la même. Oui, oui, même si la personne donnait toujours une huile, donnait toujours du poisson, mais en fait, chaque huile a des avantages et des inconvénients qui sont choisis. Et le poisson, entre un poisson blanc et un poisson gras comme le saumon, ça n'a strictement rien à voir. Mais il faut l'expliquer aux propriétaires. Il faut vraiment prendre le temps dans la consulte et de leur expliquer le pourquoi on fait ces choix-là, pourquoi cet aliment. Sinon, Allez, encore, il est 45. Il y a du monde qui reprend le travail sous peu, et moi-même. moi, je vais Euh, retourner en cours. Allez, une dernière ou deux dernières, une dernière peut-être. Si l'on souhaite faire perdre du poids, pardon, à un chien et à un chat, combien de pourcentage de poids par mois doit-on essayer de viser? Si on essaye de se mettre des perspectives, des objectifs. Elle est touchy, ta question. Mm. Elle est très touchy parce qu'en fait, elle va dépendre de la situation de l'animal. À quel point ça impacte sa qualité de vie, le surpoids? Est-ce qu'il était en stade d'obésité? Est-ce qu'il a une maladie chronique qui fait qu'il va de toute façon perdre du poids, type une insuffisance rénale? À quel stade de l'insuffisance rénale il est? Et c'est difficile. Là, ça serait trop dangereux de vous donner une réponse en pourcent qui serait, je ne sais pas, quelque chose de standardisé. Là, on est sur des animaux âgés qui sont multipathologiques. Ouais. C'est du cas par cas. Oui, et quand tu dis ça, je n'ai pas, c'est en fait, même scientifiquement, il n'y a pas de recommandations qui sont faites Dans l'absolu? dans l'absolu. Pas pour les âgés et pour du multipathologique, parce que d'un côté, imaginons s'il est juste arthrosique, mais en obésité stade 9 sur 9, ou si derrière c'est un chien ou un chat, par exemple, qui est insuffisant rénal en dernier stade, qui de toutes les façons, ou en stade 3, de toutes les façons, va perdre du poids. Donc peut-être que non, je ne vais pas lui en faire perdre, en fait. C'est... Et la dernière question, c'est celle de Tiffen que je lis à l'instant et qui, moi, m'intéresse personnellement aussi. Tu sais, c'est tous ces animaux en toute fin de vie. Donc ça, c'est une question personnelle aussi parce que j'en accompagne beaucoup. Où on leur donne très peu de temps. Hein, et là, si tu vas me dire, le but, c'est de les faire manger. Donc tout ce qui est complément hyperprotéiné, type NutriPlus gel, l'AD, etc. Est-ce qu'on peut faire, ou alors est-ce qu'on donne tout et n'importe quoi? C'est un peu les questions qu'on a déjà posées tout à l'heure et des cas cliniques, mais vraiment à la toute fin de vie. Là, je vais te faire une réponse d'éthologue. La première des choses, c'est de savoir à quel point c'est une valence importante l'alimentation pour cet animal. Si en fait, je suis sur je vais reprendre un labrador, c'est toujours pour eux, mais bon. Imaginons, j'ai un labrador pour qui toute sa vie, son alimentation, ses croquettes, ses terrines, c'était quelque chose de très important. Là, on va essayer de le stimuler un max parce que s'il ne mange pas, c'est pas normal. Et puis, ça va impacter aussi émotionnellement le propriétaire de le voir dans cet état émotionnel. Je dirais pas donner tout et n'importe quoi. Parce que maintenant, on a des aliments en fait qui sont intéressants et qui sont appétants. On a des aliments en type liquide que l'animal peut laper, qu'on utilise beaucoup aux soins intensifs, par exemple, qui peuvent être intéressants. On a la chance aujourd'hui d'avoir une batterie d'aliments pour faire varier avec l'animal. Moi, j'aime bien la ration ménagère en dernier stade parce qu'en plus, ça permet de motiver, d'avoir le propriétaire qui cuisine pour son animal et donc du coup, de penser à son animal. Et je pense que c'est important pour le propriétaire. Et en plus, on va pouvoir faire varier. Donc, généralement, pour les derniers stades, j'ai tendance à faire 3-4 menus différents et le proprio, il change. Ouais, tout à fait. De sublimer le lien aussi et faire à manger à son animal peut en faire partie dans ces derniers jours ou semaines. Bon, écoute, Sarah, il est temps de nous quitter. Merci beaucoup. Il y a des remerciements qui sont arrivés et c'était enrichissant pour tout le monde. Merci d'avoir été présents si nombreux parce qu'on était aux alentours de 80 personnes pratiquement tout du long. Donc, c'est très, très bien. Je vous remercie. Et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.